Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le jour de la journée mondiale du bonheur, c'est également le jour du mât qui fait du bien, comme si toutes les planètes étaient alignées. Ce matin, nous allons devenir des magiciens du quotidien. Et si nous n'avions plus à choisir entre allumer notre télé ou méditer, faire le ménage ou prier, comment ne plus diviser nos existences, comment retrouver du sens dans toutes nos actions, y compris nos présumées corvées? Pour notre invité, pas besoin de vieux grimoire. La baguette magique de notre conscience suffit. Olivier Clerc, bienvenue. Ça fait plaisir d'être de retour, merci. Ben oui, parce que vous étiez venu nous parler des accords Toltec il y a de cela peut-être 2 ans. Ouais. Et nous sommes ravis. Là, c'est votre livre, Magicien du quotidien. Alors, plein d'exercices magiques. Hein. Ouais. Merci d'être avec nous. Hein. Et puis à l'école des apprentis magiciens, le Choixpeau l'aurait probablement envoyé dans la maison Sardaigle, celle des sages, de l'esprit, de l'intellect. C'est bien sûr François qui est parmi nous. Alors si je disparais, c'est que du coup j'ai mis ma cape d'invisibilité. Hein. Je suis toujours là, mais caché. Mais moi je vous verrai toujours, quoi qu'il en soit, C'est vrai même caché. Et même si vous partiez en enfer, j'irai vous chercher. Oh là là. Et en seconde partie, notre chroniqueur Stéphane Jolin, naturothérapeute, revient avec ses potions miracles pour soigner notre corps, notre esprit. Et ce matin d'ailleurs, c'est une petite recette, on va goûter une potion magique à faire le matin. Il paraît que c'est extraordinaire. Ça sera en seconde partie de l'émission. Mais revenons à vous, Olivier Clerc, parce que vous allez faire de nous des magiciens du quotidien. Ce matin, c'est le titre de votre livre. J'espère bien. Mais c'est aussi un sourire géant pour moi, où vous nous invitez à revisiter 40 verbes du quotidien, tels que le verbe aimer, trier, qu'est-ce qu'il y a encore? Prier. Ah, c'est drôle, on a eu le même. Incroyable. Je trouve que c'est 40 verbes auxquels vous redonnez l'éclat de l'or. Parce que pour vous, partez d'un principe, c'est que la spiritualité s'intègre dans chaque geste du quotidien. Quelles sont vos convictions derrière cette invitation? C'est exactement ce que vous venez de dire, à savoir que plein de gens... Ah bon, c'est la deuxième question. On va aller vite comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que la spiritualité c'est un truc élitiste, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ou alors c'est un truc qui se vit loin, c'est-à-dire genre le monastère au Tibet, hein, ou alors en Dordogne pour ceux qui veulent aller un peu moins loin. Et l'idée de ce livre c'est de dire mais en fait la vie est spirituelle, donc tout ce qu'on fait peut être spiritualisé et ritualisé, on peut en faire quelque chose de magique. C'est intéressant parce que finalement on parle beaucoup de spiritualité, et d'ailleurs on peut mélanger ésotérisme avec spiritualité. Quelle est la définition pour vous de la spiritualité aujourd'hui? Spiritualité, ça vient du mot spirit, esprit, le souffle. Pour moi, la spiritualité, comme je disais, la vie est spirituelle. Donc la spiritualité, pour moi, c'est faire tout ce que je fais, parler, manger, toucher quelqu'un ou un objet, en conscience, en y mettant de l'amour, en y mettant de la lumière. Ouais, c'est ça. Alors vous nous rappelez à chaque instant dans ce livre que la spiritualité est partout, prête à infuser l'ordinaire de nos quotidiens. Et alors, vous insistez sur quand même quelque chose d'essentiel pour vous. Il y a une inséparabilité. Il est temps vraiment d'arrêter de séparer le cœur, les pensées et les actions. Et pour cela, vous nous proposez finalement un jeu de rôle entre 2 moines. Ah oui, c'est une histoire que j'adore. C'est l'histoire de ces 2 moines qui ont rendez-vous chacun avec le pape et qui passent à tour de rôle pour lui soumettre une requête. C'est une blague ou... Non, ce ne sera pas une blague, c'est une histoire. C'est à la fois une blague et une histoire. Oui, voilà. Comme souvent chez les soufis ou d'autres histoires comme ça. Et puis, ils se retrouvent, après, ils ont passé rapidement, puis alors l'un demande à l'autre, alors est-ce que sa sainteté vous a accédé à votre requête? Oui, oui, et vous? Moi, non. Alors, qu'est-ce que vous lui avez demandé, vous? Je lui ai demandé si je pouvais prier pendant que je fume. Il m'a dit oui. Et vous? Moi, je lui ai demandé si je pouvais fumer pendant que je prie. Il m'a dit non. Voilà. Elle est extraordinaire cette histoire parce que si on imagine ces 2 moines côte à côte, ils font la même chose, ils sont en train de fumer et de prier. Mais sauf que c'est pas articulé de la même façon. Il y en a un qui sacralise un acte profane, il prie en fumant, voilà, et l'autre il profane un acte sacré, c'est-à-dire il fume en priant. Et finalement, selon le premier mot, c'est l'essentiel, donc vaut mieux prier en fumant. C'est-à-dire que... vaut mieux fumer en priant, vaut mieux prier en fumant. Non? C'est-à-dire... Oui, c'est ça. Oui, par rapport à l'acte, oui, c'est ça. C'est pas la blague la plus drôle du siècle, non, mais par contre, c'est sage. Voilà. Non, c'est plein de sagesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, qu'est-ce que ça veut dire au fond, finalement? Ça veut dire qu'on peut réciter une prière de manière complètement machinale, en pensant complètement à autre chose. Et donc, ça devient un acte complètement banal, où on peut faire la vaisselle, on peut faire le ménage, mais avec une telle conscience que ça devient un acte sacré. Donc finalement, c'est moi qui ai tort. C'est-à-dire que prier en fumant, finalement, on n'est pas en train vraiment de prier. Il vaut mieux fumer en priant. Oui. Non, vous êtes d'accord, non? Mais moi, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Elle ne lâche rien. Elle aura raison.
Non, pas du tout. On est d'accord, non? C'est pas ça. Quand on dit, on va se perdre là-dedans. Quand on dit prier en fumant, ça veut dire que je suis en train de fumer et je prie, c'est-à-dire je sacralise l'acte de fumer. Si on dit fumer en priant, ça veut dire que je suis en train de prier et puis je m'allume une clope. Ça, j'ai compris. Voilà. Et si je dis prière d'arrêter de fumer? Ça me. Vous êtes mon génie, hein, vous le bon. savez ça. Alors, vous nous apprenez aussi à mettre de l'intention dans chaque geste du quotidien. Et vous avez raison, parce que finalement, parce que vous avez un exercice pratique implacable. Parce que c'est pas facile au début. On se réveille le matin, on voudrait mettre du cœur dans chaque geste de notre vie. Et puis au bout de 2 heures, on a complètement oublié, on est reparti dans notre train de vie. Et vous avez un exercice, il est super. Oui, alors la première chose que je partage effectivement, c'est comment devenir conscient. Et pour devenir conscient, j'avais utilisé un truc tout bête, qui date d'il y a une 40aine d'années. C'est, je peux le faire même là, par exemple, si ça vous amuse. Je me sors un petit stylo. Ah, hop, génial, voilà. vous avez tout prévu. Bah oui, tant qu'à faire. Je me suis dit, bon, on vit comme des somnambules. La plupart du temps, on ne fait pas attention qu'on est là, qu'on est conscient, etc. Donc, j'ai pris un stylo comme ça, j'avais 20 ans, je me suis fait comme ça un beau C comme conscient sur la main gauche. Alors, imaginez, bon, il y a d'autres façons de faire, mais imaginez quand on a ça, on va le voir quoi, 1 fois, 10 fois, 50 fois dans la journée. Et chaque fois que je le voyais, je me disais, je fais une pause conscience. Une pause conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis là, ici, maintenant, sur ce studio, avec François, avec Karine. J'ai le choix, à la limite, de sortir, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis conscient d'être là, je suis conscient d'être à Paris et pas chez moi. Et d'avoir ce moment de présence-là. Ça dure 1 seconde, là je le dis en 30 secondes, mais ça dure juste 1 seconde. Et de faire ça 1 fois, 5 fois, 10 fois, tout d'un coup on devient de plus en plus présent ici, maintenant, dans sa vie. Oui, mais est-ce qu'il faut prier en fumant? En tout cas, toute l'émission, vous aurez le C sur la main. Faudra expliquer pourquoi. Voilà. Justement, voilà. Alors la question que je voulais vous poser, pour être un peu plus sérieuse, c'est si on n'a pas envie de se gribouiller là. Moi, je ne me vois pas mettre un C sur ma main toute la journée. Alors il y a 2 autres solutions. La première, la plus simple, c'est d'acheter une bague, un bracelet, qu'on va utiliser spécialement pour ça. Par exemple, celle-ci. Voilà, c'est ma bague. Voilà. Je la monte à l'antenne, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, alors ce qui est chouette, c'est d'en choisir un nouveau, justement pour qu'on n'ait pas l'habitude. Elle est nouvelle. Voilà, elle est nouvelle. Ça veut dire, la première fois que je la mets en conscience, en me disant, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que je vais voir ma bague, je fais un moment de pleine conscience, un moment d'attention, un moment de présence à soi. Et moralité, comme ça se voit aussi beaucoup, ça va être 10, 50, 100 pauses de conscience dans la journée. Et puis, dernière astuce, parce qu'on vit à l'ère des smartphones, il y a des applis, il y en a une, je ne sais pas si on peut dire le nom, ou on n'a pas le droit de le dire à l'antenne. Si elle est gratuite. Oui, si elle est gratuite, je crois qu'elle est gratuite, ouais. Mindfulness Bell, voilà. C'est une petite cloche de pleine conscience. Alors, on peut la régler pour qu'elle sonne toutes les minutes, ou tous les quarts d'heure, ou toutes les heures, ou on peut s'amuser à mettre aléatoire. Et donc, on ne sait pas... Et au moment où, ting, on a ce petit son de cloche tibétaine, là... On se pose. Voilà, on a un moment de pleine conscience. Voilà. On est bien d'accord que de vivre en conscience et finalement être dans le moment présent. Ça me rappelle la phrase de Lao Tzu. Quand on est trop dans le passé, on est dépressif. Quand on est trop dans le futur, on est anxieux. Par contre, quand on est dans le moment présent, on est heureux. Voilà. C'est ça. C'est chouette. Il y a encore d'autres astuces comme ça avec le portable. Ah si, vous m'aviez dans votre livre. Oui. L'écran. Oui. Oui. L'idée, c'est de faire ce que j'appelle une greffe spirituelle, c'est-à-dire on passe énormément de temps sur ces écrans, et si ce temps passé nous aidait à être un peu plus présent. Donc l'idée, c'est de prendre son smartphone et de mettre un fond d'écran, par exemple avec une bougie allumée ou une belle image spirituelle que chacun choisira selon sa sensibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où je prends mon téléphone pour regarder si j'ai des SMS, un message ou je sais pas quoi, je vois ça, et avant de me connecter sur mon serveur Internet, je me connecte là-haut, je me connecte à la source, je me connecte à plus grand que moi. J'ai un moment de présence et de conscience. Comment vous faites? C'est beau ce que vous dites. Vous allez dans réglage général, changement oui, mais réglage avec le divin. Quand vous dites que vous... Non, merci. Je croyais pour aller sur le smartphone. Non, mais quand vous dites que vous vous connectez avec plus grand que vous, moi je trouve ça très joli. Qu'est-ce que pour celui qui ne connaît pas finalement votre façon de faire, comment l'aiguiller? Qu'est-ce qu'il doit ressentir? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors, l'idée de ce livre, c'est que je voulais qu'il puisse être lu par tout le monde. Donc, si on est chrétien, on peut se connecter à Jésus, Marie, Joseph, le bon Dieu, l'archange Michael, etc. Si on est bouddhiste, on peut se connecter aux références bouddhistes. Si on est soufi ou... Vous êtes malin, hein?
C'est-à-dire, je pense que l'époque, elle demande ça. Mais bien sûr, c'est le nouveau monde, bien sûr. Voilà, c'est de sortir des segmentations, des fragmentations, puis de se dire, on peut donner des clés, on peut se connecter à la nature, on peut se connecter à la vie, tout simplement. Déjà, c'est magique. Et donc, il y avait une question quand même que je vous ai posée derrière. C'est pas grave. Comment on fait pour se connecter? Oui, voilà, c'est ça. Merci. Mais oui, d'accord, mais ceux qui ne croient ni qui sont chrétiens, qui n'ont pas de Dieu, un petit moment, quelqu'un qui n'est pas croyant, qu'est-ce qu'il fait? Alors pour moi, le terme plus grand que soi que j'aime bien, c'est de se dire, qu'est-ce qui est plus grand que moi? Déjà la vie, cette planète, le cosmos, de dire, ouais, c'est quand même incroyable, on est là tous les trois, on est vivants tous les trois. Combien de temps on prend pour simplement s'arrêter sur ce merveilleux truc de dire, je suis vivant. Merci la vie. Merci le cosmos, merci Gaïa, la biosphère, l'environnement. Chacun peut trouver juste l'idée de se dire, mais il y a quelque chose d'absolument incroyable dans le simple fait d'être là, vivant. Alors, magicienne du quotidien, c'est 40 verbes à qui vous redonnez vraiment de la force, du cœur, comme je le disais. Alors, on ne va pas pouvoir tous les faire ce matin. Non. Et puis, ça serait un peu spoiler le livre aussi, donc on ne va pas le faire. En revanche, on va commencer par votre préféré. J'avoue, c'est un peu le mien, et je pense que pour vous aussi, c'est le verbe remercier. Oui. On oublie tellement, en fait, de remercier. Oui, alors que pour moi, c'est vraiment un des verbes fondateurs dans le sens de fondement, c'est-à-dire ce sur quoi on s'appuie, du spirituel, parce que justement, à partir du moment où je remercie, je prends conscience de tout ce qui m'est donné. La vie, la langue que je parle, la nationalité que j'ai, ce que j'ai à manger le matin, etc. C'est une façon de s'ouvrir à plus grand que soi et de dire mais merci la vie, merci d'être en bonne santé, merci d'avoir un boulot ou merci de toucher des allocations de chômage. Et moi je me rappelle, je faisais ça avec mes garçons quand ils étaient petits et au moment de les coucher, je leur disais trouvez 3 trucs pour lesquels dire merci. Alors c'était 3 au début, rapidement c'est 5, après ça devient 10, puis un jour il faut les arrêter parce qu'une fois qu'on prend le pli, on se dit ah ouais mais il y a ça aussi, ah puis il y a ça, puis il y a ça, et souvent on va chercher des mantras magnifiques d'Inde, Om Namah Shivaya ou des choses comme ça. Moi je dis mais merci, c'est un mantra, vous pouvez le répéter. La vibration elle nous transforme. Surtout si ça vient de là, du cœur, que c'est pas juste la parole. Et non, j'aime beaucoup le verbe remercier, mais alors du coup pour l'intégrer dans la vie quotidienne, pour vous c'est au moins une fois se poser dans la journée, comme faisaient vos garçons? Alors moi j'ai une autre suggestion à faire, c'est avec ces verbes, c'est de s'amuser. On en reparlera, l'importance de s'amuser avec ces verbes. De dire tiens, demain je me fais une journée gratitude. Ça veut dire au moment où j'ouvre les yeux, le premier mot que je dis c'est merci. Merci pour cette journée, merci d'être en vie. Puis j'ai mon chéri ou ma chérie à côté de moi. Merci d'être ensemble. Et de se faire une journée de merci. Mais oui, mais c'est génial. Quelle endurance. Est-ce que je peux aller plus loin? Dites-moi si je peux aller plus loin. Est-ce que moi, quand je me cogne je sais pas moi, le coude avec une porte, je remercie. Ça aurait pu être plus grave finalement. En fait, je suis toujours tout est un bienfait. Tout peut devenir un bienfait parce qu'il y a toujours plus grave finalement. Et ça nous permet, en tout cas, non? Alors c'est intéressant parce qu'effectivement au début on remercie pour ce qui va bien. Et puis un jour on se dit mais en fait il y a des choses qui m'ont fait râler. Je me suis cassé la jambe, j'ai passé 6 semaines avec un plâtre. Mais en fait durant ces 6 semaines j'ai eu une réflexion qui m'a amené à un changement de vie. Donc j'ai râlé pendant des semaines, mais a posteriori, je peux dire merci. Et qu'est-ce qui m'empêche de dire merci sur le moment? De dire, OK, je ne sais pas pourquoi cette tuile vient d'arriver, je ne sais pas pourquoi, zut, je viens de rater le Titanic, mais je dis merci quand même. Comment ça? Mais il est déjà parti. Non, le Titanic. Le Titanic n'est pas mort. Les gens qui étaient dessus, malheureusement, oui. Non, mais j'imagine le gars avec ses valises sur le quai qui voit partir le Titanic. Je fais la stupide. Non, mais excusez-moi, je fais la stupide, c'est le dimanche matin à 9h. Le reste du temps, elle est super. Je ne suis pas là pour le voir. Personne n'est là pour le voir. Un terme aussi très galvaudé, mais que j'adore. D'ailleurs, on l'a dit en même temps tout à l'heure. C'est le verbe prier. Oui. Alors, c'est beau. Vous en faites une action du cœur accessible à tous. De quelle prière parlez-vous et comment peut-elle devenir un levier pour notre vie quotidienne? Alors pour moi, prier, c'est vraiment c'est connecter son cœur à son âme. C'est se lier à ce monde qu'on appelle spirituel ou divin. J'ai l'image vraiment de tendre son cœur comme une coupe
pour qu'ils se remplissent de bénédictions. Prier, c'est pas demander que mon équipe de foot gagne dimanche prochain, c'est pas demander que mon voisin décède pour que je récupère son champ. C'est vraiment s'ouvrir avec le cœur, effectivement, à une dimension beaucoup plus grande. Et à une époque où beaucoup de gens ont envie de vivre leur spiritualité avec le cœur, la prière, c'est génial. Oui, c'est ça, c'est la prière laïque, finalement. Hein. C'est un souhait, c'est comme dire je t'aime à quelqu'un, finalement, pour vous, c'est une prière. Ah oui. Et par rapport à tout ce qui se vit, tout ce qu'on vit en ce moment, est-ce que vous croyez en la force de la prière, même de groupe? Est-ce que vous nous encouragez? Est-ce que vous avez ressenti dans votre vie que vraiment ça avait une influence sur la matière? Ah oui, pour moi, c'est vraiment une certitude. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui méditent ensemble en ligne. Alors moi, j'ai eu l'occasion de le faire sur des Zooms. Plein de gens font ça, c'est-à-dire on se prend un temps, on peut être dans le monde entier, on peut être 100 comme on peut être 1000, peu importe, et on passe un temps de prière ou un temps de méditation ensemble. Et je pense qu'un jour, on se rendra compte vraiment de la force de ça. Il y a des tests qui ont été faits où par exemple, des gens prient pour l'aile est d'un hôpital, personne prie pour l'aile ouest. Et puis on se rend compte statistiquement qu'il y a plus de gens qui récupèrent rapidement, qui guérissent, qui vont mieux dans l'aile où on a prié que dans celle où il n'y en a pas. Ça, ce genre d'exemple, c'est tellement encourageant. Et d'ailleurs, on avait fait une émission avec Frédéric Lenoir sur la prière avec Antoine Sénanque. Et c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui prouvent aujourd'hui le pouvoir du cœur. Hein, c'est ce que vous dites. On fait une petite pause. C'est passionnant tout ce que vous nous dites. Et je pense qu'en plus, c'est crucial en ce moment hein, de le vivre. C'est le nouveau monde finalement. Je m'étale. Vous avez un test? J'ai un petit test, mais on va rester dans la même thématique. Je vous propose d'accéder à votre force interne et spirituelle grâce à un test que vous connaissez peut-être, Karine, c'est le test indien des animaux. Pourquoi je le connaîtrais plus qu'un autre? Parce que vous connaissez beaucoup de tests. C'est vrai, mais pas celui-là. Le test indien des animaux. Alors, je vous préviens, il y a une seule réponse et ça va aller très vite. On va accéder à votre cœur spirituel et votre force. Simplement, je vous pose la question avant de dévoiler quoi que ce soit. Je vous montre une image. Vous avez 3 secondes pour me dire quel animal vous voyez en premier. Vous êtes prêts? Oh, et c'est où? C'est où? Là. Vous allez regarder... Non mais là, dans les écrans, Karine. Là. J'ai peur, moi. Oui, regardez cette image. 3 secondes. Quel animal voyez-vous en premier? Ok. C'est parti. Karine? Le cerf. Le cerf. L'éléphant. L'éléphant. Chez vous, vous notez... l'animal que vous voyez en premier. C'est pas vrai parce qu'en fait, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, vous avez dit J'adore le cerf, mais en fait, j'ai vu l'éléphant en premier. Si vraiment je suis juste avec moi-même et face à l'univers. Donc, on a 2 éléphants. 2 éléphants, c'est parti. Bon, ça tombe bien. C'est le premier animal. Si vous avez vu, effectivement, l'éléphant, mais quelle sagesse. Vous faites partie de ceux qui avaient atteint la sérénité. Vous inspirez les gens, vous les soutenez. Votre force est celle d'un pilier. Mais je vous jure que je connais rien, moi. Hein. Non, je vous jure qu'elle ne connaît rien. Si vous avez vu un lion, vous êtes bouillonnant d'énergie et d'émotion, vous rayonnez comme un soleil sur votre entourage, vous êtes un passeur de spiritualité et vous avez une grande part en vous du sacrifice pour aider. Si vous avez vu le cerf... Vous avez vu le cerf, je suis sûre, vous. Moi, j'ai vu le cerf, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Vous avez vu un peu le cerf aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne sais pas pourquoi. Vous êtes respectueux, respectueuse et noble. Vous accueillez toutes les spiritualités. Le mensonge, la colère ne sont pas acceptables. Vous êtes un magicien de la paix car vous êtes ouvert à tout. Mais pourquoi j'ai pas dit le cerf? Mais parce que vous êtes quelle sagesse, vous êtes l'éléphant. Je plaisante. Et enfin, si vous avez vu le lapin, car il y a aussi un lapin. Oh, c'est vrai qu'il y a un lapin. En bas, dans l'image. Quelle créativité, quelle liberté, quel bonheur. Vous êtes un spirituel curieux entre science et conscience. Vous êtes aussi très accueillant et vous courbez le dos pour accueillir et passer les obstacles. Super test, j'adore ça. Le test indien des animaux. Merci François. Revenons au magicien du quotidien, Olivier Clerc. J'adore parce que finalement, pour moi, c'est le nouveau monde. Et il est vraiment temps qu'on vive dans le moment présent. Hein. Là, ça va mal, c'est la peur qu'on engendre sur un futur qui n'existe pas. Et là, c'est revenir vraiment à tout va bien, là. Enfin, en tout cas, dans notre petite sphère à nous, chacun. Hein, et ça peut... Oui, ça peut aider, ça peut encourager les autres, hein, c'est vrai. Alors, vous revenez sur le pouvoir du cœur. Hein. Pour vous, c'est un éminent guide spirituel, mais pas que. Le mental, et c'est là où c'est intéressant, comment le mental peut-il être un allié dans ce cheminement personnel? Parce que
tout le monde nous dit de tout le temps lâcher le mental pour être que dans le cœur, et vous revenez sur l'importance du mental. Oui, parce que en fait, on est constitué de plusieurs parties. On a un corps, on a un cœur, on a une tête, on a une dimension spirituelle. Tout ça doit œuvrer ensemble. Donc on ne va pas dire le mental c'est le vilain, on le met de côté, on l'enferme dans le placard. Et pour moi, le mental peut être un formidable allié de la spiritualité. J'aimerais même plus loin, ne pas l'utiliser. Ça nous fait perdre tout discernement, ça nous rend nunuches, ça nous rend manipulables. C'est ça. Je viens de comprendre. La révélation. Le mental est important. Oui, le discernement. Et donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs verbes qui sont consacrés au mental, parce que le fait de savoir développer son discernement, savoir avoir une appréciation des textes qu'on lit, des informations qui nous sont données. On voit bien quand même que depuis 40 ans, avec le mouvement New Age, on entend un peu tout et n'importe quoi. Et ça est d'ailleurs un peu discrédité aux yeux des gens une certaine spiritualité. Donc il faut avoir du discernement. Et le discernement, c'est le mental qui nous le donne. Ah oui, c'est vrai, parce que l'intuition, c'est pas du discernement, c'est pas la petite voix qui nous appelle, parce que finalement, c'est le cœur, c'est l'âme. C'est important d'avoir les deux. Non, mais j'ai entendu, je vous assure, je vais le faire. Ouais, oui. Vous connectez les deux? Je vais connecter les deux. Non, mais c'est quand même très intéressant. Et pour ça, d'ailleurs, donc pour vous, c'est un des piliers indispensables de la vie, le mental. Et vous nous proposez un petit exercice, on pourrait dire d'étalonnage intérieur. Ouais. Alors, va s'afficher à l'antenne 4 symboles. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, en quelques secondes, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est des formes parfaites. Hein. Le cercle avec le point, la croix, le triangle et le carré, qui représentent les chiffres 1, 2, 3, 4, sans aller dans le détail. Et comme c'est des formes parfaites, si on prend un petit temps de méditation en les imprimant sur un papier et en les regardant, cette forme parfaite va étalonner les choses à l'intérieur de nous. Autrefois, quand on voulait utiliser un appareil de photo, on l'étalonnait, sinon les couleurs étaient nulles. D'accord. Si on a un pèse-personne chez soi, si on l'étalonne pas, le poids sera faux. Et nous, on utilise tous les jours notre mental, on utilise tous les jours nos instruments intérieurs sans se demander est-ce qu'ils sont étalonnés. Et simplement travailler avec ces 4 symboles, comme c'est expliqué dans le livre, amène sur l'espace de quelques semaines, quelques mois, un recentrage, un alignement. En le regardant quelques minutes, par exemple, tous les jours. Exactement, tous les matins. Je trouve ça génial. Vous restez avec nous? Je reste. Parce qu'il est temps... parce que je vous lance la bulle qui fait du bien. Lancez-moi une bulle. Oui, voilà. Vous avez ma bénédiction. Merci. Oui, Karine, je vous propose un tête-à-tête intense et spirituel, plongé dans le regard de ces oiseaux grâce aux photos de Franz Martin sur cette musique que vous adorez. Alors on commence tout doux avec un petit moineau. D'ailleurs, c'est l'un des rares oiseaux présents sur les 5 continents. Regardez le regard de ce moineau. Et ça, c'est une pigargue à tête blanche. C'est une espèce de rapace. Là, on va de plus en plus dans l'intensité. Celui-ci, ça ressemble à un pigeon, mais c'est une sternaka sur les côtes du Pérou et du Chili qui nous observe dans sa nature. L'aigle royal, pour vous, Karine, un oiseau incroyable, territorial, avec le regard puissant. Un goura de Victoria, c'est un oiseau de la famille des pigeons. Ce sont des oiseaux monogames qui restent fidèles toute leur vie, tout comme les inséparables. Les inséparables, c'est les oiseaux, si on les sépare, ils peuvent mourir de séparation. Ils restent ensemble toute leur vie. Comme quoi c'est possible. Absolument. Une bague. Ouais, c'est vrai. Merci, c'était magique. Merci François, vraiment, restez avec nous en seconde partie de l'émission. Nous allons jouer, créer nos propres formules et rituels pour transformer nos routines quotidiennes. Et vous allez même faire le ménage, se laver, trier. Ça sera des moments joyeux. Grâce à Olivier Clerc ce matin. Et bien sûr, nous retrouverons notre chroniqueur adoré, Stéphane Jolin, qui revient avec une dose de conseils en naturopathie. En naturothérapie, je vais y arriver. Restez avec nous, petite pause et on revient. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du bonheur et on est tous ensemble et c'est le jour du MAC qui fait du bien. Il y a
que ici, finalement, des responsables du bonheur, dont Olivier Clerc, le magicien du quotidien, qui va nous partager son répertoire de mots magiques et d'exercices pour ne faire qu'un avec notre cœur et nos actions, y compris dans les situations les plus pénibles. Et ça va être hyper intéressant. Et puis bien sûr, Stéphane Jolin, bienvenue, vous nous avez rejoints. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui en naturothérapie? Eh bien écoutez, moi je vais vous faire découvrir un petit déjeuner qui va vous mettre votre cerveau, vos cellules en mode turbo pour passer une journée incroyable et merveilleuse. J'adore. Et d'ailleurs, il avait une petite blague à vous faire sur la naturopathie. Vous la faites à l'antenne? Allez, devinette. Comment est-ce qu'on appelle un naturopathe qui a une multitude de spécialités? Un naturo mille pattes. Trop fort! Oh là là, vous la connaissiez! Tricheur! Qu'est-ce qu'on rit? C'est vrai. Et c'est vous qui nous enchantez et qui commencez justement avec Science ou Croyance. Oh là là, mais j'ai plus de voix. Oui, avec Science ou Croyance, on décrypte chaque semaine des légendes, des superstitions. Je commence toujours par une petite devinette, Olivier. Ça va peut-être vous parler. Si je vous dis « le faire sans demander l'autorisation à quelqu'un pourrait porter malheur ». Passer sur une échelle. Non. Qu'est-ce qu'on fait sans demander l'autorisation et qui pourrait tout de suite se transformer en malheur? Vous dites pas, on cherche nous aussi. Non, mais ça peut durer longtemps. C'est si vrai, je dis rien. vraiment? Okay. Après, moi, je ne suis pas superstitieux, ça porte malchance. Bah, c'est pour ça qu'il y a Science ou Croyance, c'est pour enlever les croyances limitantes. Allez-y. Prendre une photo de quelqu'un sans lui demander son autorisation. Ah, c'est dingue que vous parlez. Ouais. Pourquoi? Non, c'était une anecdote. Une petite anecdote que vous n'allez pas raconter. Oui, on se dit... Effectivement, si je prends une photo de quelqu'un sans lui demander l'autorisation, je lui porte malheur, je me porte malheur. Cette croyance, elle vient d'où? Elle vient de l'histoire de la photographie. 19e siècle, en fait, quand les premières personnes ont découvert ces photos avec ce papier glacé et ces images si ressemblantes, il y a eu des propriétés un peu mystiques qui se sont ajoutées aux photos. Et on s'est dit, il y a forcément de l'âme des gens qui s'imprime sur le papier. Si on demande l'autorisation, on nous donne un peu notre âme, il n'y a pas de problème. En revanche, sinon, ça s'apparente à un vol d'âme. Si je vous photographie sans vous le demander, je vous vole votre âme, ça me portera malheur, ça vous portera malheur. Ce sont des croyances qui sont restées tant et si bien même que les photos, on en prenait grand soin entre le 19e et même au 20e siècle, parce qu'une photo cornée, une photo abîmée, pourrait conduire jusqu'à la mort de la personne photographiée. Donc on les classait, on les mettait dans des albums, c'est pour ça qu'on les protégeait. Et c'est de toute cette histoire de l'âme sur photo que sont nées ces superstitions et ces légendes. C'est génial, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité pour le coup, là? Stéphane Jolin, vous qui êtes quand même assez connecté, on le sait maintenant, vous pourriez répondre à cette question, parce que c'est vrai que, quelque part, on vole... Je me demande même sur Instagram oh, j'ai plus de voix, je suis désolée. Le chat est passé par là. Le chaton. Oui. Oui, moi, il y a quelque chose comme ça que je ressens dans la photographie, en tout cas, où effectivement, on prend malgré tout quelques atomes de lumière de la personne pour la mettre sur un autre support. Le portrait de Dorian Gray, un peu. Exactement. D'Oscar Wilde, c'est un peu ça, finalement. C'est un peu ça. Vous n'allez pas aider les gens à se départir. Oh, je pense pas que je vais pouvoir influencer les influenceurs. Alors, revenons à vous, Olivier Clerc. Magicien du quotidien, c'est le titre de votre livre. Comme je disais, c'est vraiment pour moi un sourire géant. Et ce que j'adore, c'est que finalement, il est aussi... il peut s'offrir à un initié. C'est un bon rappel, finalement, de tous les points pour vivre en conscience et remettre de la spiritualité dans chaque chose du quotidien. Mais c'est aussi pour les nouveaux initiés. Je trouve que c'est le b.a.-ba. C'est génial. Vraiment, je me suis régalée. Alors, on va continuer parce qu'il y a plein d'exercices, plein d'astuces sur ces 40 verbes à revisiter dans le quotidien. Et alors, là, c'est très drôle. Parce que même une tâche ennuyeuse, pénible, peut devenir un travail spirituel. Et je me dis que ça, c'est génial. Pour les conjoints, on a une bonne excuse pour faire le ménage maintenant. Dites. Oui, effectivement, une des bases de la spiritualité, c'est de dire le monde est un. On disait il y a longtemps que l'être humain est un microcosme du macrocosme. Donc nous sommes un univers à nous tout entier. Partant, ça veut dire que tout ce que je fais à l'extérieur a un impact sur ce qui se passe en moi à l'intérieur. Donc, par exemple, quand je suis en train de me laver les mains ou quand je lave la vaisselle, au lieu de le faire en râlant, en disant vite, je finis ça pour pouvoir aller faire ma méditation ou mon yoga. Si je le fais en conscience, je peux dire, comme je suis en train de laver cette assiette-là, que mon cœur soit lavé des peines, des rancunes, des trucs qui m'obstruent intérieurement. Et du coup, un geste aussi simple que ça
crée une résonance à l'intérieur. Et j'ai plus besoin de séparer la spiritualité, c'est-à-dire le moment où je médite, où je fais mon yoga, des tâches quotidiennes. Quand je dépoussière, on enlève tous un peu la poussière quand même chez soi, mais on n'a pas aussi des vieilles idées qui auraient besoin d'être dépoussiérées, des trucs dans le mental qui traînent la matière grise un peu. Voilà, par exemple. Voilà. Voilà, mais se dépoussiérer le mental, ça fait du bien aussi. Et l'habitude de toujours se dire ce que je fais là extérieurement, que ce soit même m'occuper de mon jardin pour ceux qui en ont, c'est l'occasion de faire l'exact équivalent dedans. De planter la graine. Exactement. Ou de débroussailler. On sait bien qu'un jardin, si on s'en occupe pas, ça devient la jungle. Bon, est-ce qu'en nous, il n'y a pas aussi des choses qui auraient besoin d'un sérieux coup de débroussaillage? Est-ce que vous connaissez Astrid? Astrid, laquelle? C'est normal que vous ne la connaissiez pas. Mais en tout cas, nous, on la connaît puisqu'elle regarde le MAC qui fait du bien toutes les semaines. Et c'est la question de la téléspectatrice qui fait du bien. Oh, dis donc, c'est dur à dire quand même. Hein. Regardez, elle a une question à vous poser. D'accord. Bonjour le MAC qui fait du bien, je m'appelle Astrid, je prends la route toutes les semaines pour le travail et je me demandais si vous auriez des astuces pour rendre la conduite moins monotone et faire passer les kilomètres plus vite. Merci. Ah, c'est joli ça. Merci Astrid, c'est une super question finalement parce que quand on conduit, c'est là où on est le plus stressé en plus. Hein. Oui, hein, oui. Alors déjà, pour pas être stressé, la clé toute bête, c'est quand même de prendre 10 minutes de plus. Ah, c'est pas le champignon? Hein? Non. Alors après, la conduite, j'en parle dans le livre. Il y a deux choses qui me semblent essentielles. Déjà, beaucoup de gens le font spontanément, c'est d'avoir un moment de connexion à plus grand que soi. Moi, je fais toujours une prière. Quand je monte en voiture, en train, en avion, simplement pour être guidé, simplement parce qu'on n'est pas seul sur la route et qu'on a envie d'arriver à bon port en un seul morceau. Donc il y a des prières dans toutes les traditions, aussi bien chrétiennes, juives, musulmanes, etc. On en trouve en ligne ou même laïques, qu'on peut utiliser. Exprimer. Voilà. Et puis qu'on peut adapter aussi. On peut se faire des prières sur mesure. Et puis après, dans le trajet, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont chouettes. Par exemple, qu'est-ce qui nous empêche de bénir les autres conducteurs? Au lieu de passer son temps à râler, de se dire mais tous ces gens-là, ils vont aussi au travail, ils vont aussi mener leurs enfants à l'école. Et si je leur envoyais simplement des bénédictions? On est tous ensemble. On n'est pas chacun tout seul. Qu'est-ce que c'est le bénir aujourd'hui dans notre vie de tous les jours pour voilà. Alors revenons au terme, bénédiction. On pourrait dire de manière très simple, dire du bien. C'est le contraire de malédiction, de médire, de maudire. Génial. Voilà. Et c'est simplement envoyer une pensée lumineuse aux gens, lui dire que ta vie soit bénie, que ta journée soit bénie, qu'il y ait de la lumière, quelque chose de pétillant, de beau dans ta vie. Et du coup, au lieu d'être là, déjà dans le trajet, dans le futur, comme vous disiez tout à l'heure, on est pleinement là. Et puis tiens, on voit un camion, au lieu de râler dans un camion, il est peut-être en train de transporter des choses dont j'ai besoin. C'est lui qui va les amener dans le magasin. J'allais vous dire ça, si on nous fait une queue de poisson, on bénit. Hein. On ralentit, on bénit. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche? Mais oui, bien sûr. Moi, j'adore vos discours. Et puis, c'est chouette de jouer avec ces outils-là. Oui. C'est-à-dire de sortir de nos ornières de pensée où on a tout le temps les mêmes réflexes, les mêmes trucs, et se dire et si j'essayais un truc différent aujourd'hui? Oui, puis je trouve que ressentir de l'humanité en soi, c'est hyper gratifiant. Ouais. C'est quand, d'ailleurs, même scientifiquement, Stéphane, vous qui étiez un scientifique avant de devenir naturopathe, la science aujourd'hui prouve que lorsqu'on est agressif, qu'on a peur, finalement, on vieillit plus vite. Enfin, il y a des choses, non Oui, et notamment les appareils de Korokov, qui a permis effectivement de quantifier l'énergie que l'on envoie, sur quelle fréquence. Et bien, effectivement, sur les fréquences négatives, on va avoir un impact sur nous. Donc, on va créer effectivement une sorte d'impact négatif sur nos cellules. Et puis, on envoie également un impact négatif à l'autre personne. Donc, personne n'est gagnant en fait dans cette histoire et ça c'est merveilleux, effectivement plutôt bénir, au moins ça va nous faire du bien aussi à nous égoïstement. Et comment vous faites pour être tout le temps aussi calme et serein en fait? Vous êtes tout le temps en conscience? Auto-béni. Non mais il a un côté un peu divin. C'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable ça. Mais en plus, il a raison, François, parce que dans L'Art de bénir, qui est un texte magnifique de Pierre Pradervant, il termine en disant « Et surtout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse que vous êtes aussi. » Parce que sinon, on est toujours les autres. Et puis, on dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Voilà, c'est bien de s'auto-bénir aussi. C'est beau. Se bénir en auto. Le corps aussi est mis à contribution dans ce cheminement personnel. Et vous revenez sur le verbe « toucher ». Alors,
là, je vous entends, par exemple, toucher une poignée de main. Je peux comprendre qu'on puisse mettre de l'intention et revenir vraiment à ce moment où on sent vraiment la main de l'autre. Mais une poignée de porte, parce que vous en parlez aussi, on devrait aussi, dans le toucher, avec ma tasse, qu'est-ce que je mets comme intention ? Disons que, prenons l'exemple de la personne qui est dans le métro puis qui se tient à la barre pour pas être secouée dans tous les sens. Imaginez le nombre de personnes qui ont tenu cette barre avant moi, le nombre qui vont la tenir après moi. Non, moi je ne raisonne pas justement en microbe. Oui, je plaisante. je raisonne en disant, et si je laissais sur cette poignée une trace lumineuse, une trace à travers ma main, il parlait de ce qu'on laisse à travers l'œil sur une pellicule photographique, mais à travers ma main, je laisse quelque chose là. Et peut-être que la personne qui viendra après, tout d'un coup, elle va sentir un truc qui va lui faire des guilis partout, elle ne saura pas d'où ça vient. Vous savez, il y a des gens, vous leur donnez un objet qui a appartenu à quelqu'un, et ils ont une telle hypersensibilité, on appelle ça clairsentience, etc., qu'ils peuvent vous raconter des choses sur la personne. Il y a des gens qui sont sensibles à l'énergie d'un lieu. Chaque fois qu'on touche un objet, on laisse un petit peu de nous. Et si on se disait, j'ai envie de laisser des traces qui soient belles, qui soient lumineuses, qui soient aimantes et qui fassent du bien, tant qu'à faire. Sur ce plateau, il y a de l'énergie alors, vu comme il a été touché. Mais oui, c'est vrai. Mais alors, j'imagine que c'est de la bonne énergie. En tout cas, il faudrait mettre de l'intention. En fait, on devrait faire ça. Stéphane, vous aussi, vous y croyez beaucoup à ça? Oui, parce que forcément, on a un champ vibratoire qui est très important. On a des champs énergétiques. Et ce qui est merveilleux déjà, lorsque nous sommes l'un à côté de l'autre, on a nos champs vibratoires qui communiquent l'un et l'autre. Donc si effectivement, moi, je suis dans la colère, forcément, je vais polluer la personne qui est à côté de moi, même s'il ne le sait pas. Il va être indisposé. Alors que si effectivement, eh bien, je vais essayer, en tout cas, d'être le plus positif possible, eh bien, la personne qui va être à côté, elle va en bénéficier et en fait, ça crée quelque chose qui va s'amalgamer tous ensemble. Et vous croyez donc à ce que vous êtes en train de dire, c'est le pouvoir du cœur sur la matière. On pourrait vraiment ancrer un peu notre âme comme un ébéniste qui créerait, ou je sais pas, un cuisinier qui fait une religieuse au chocolat. Oui. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas... Je préfère au café en plus, c'est bizarre. Notez tous les moments de vie de Karine. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on sait quantifier la matière. Donc on sait qu'elle est vivante quelque part. Donc notre empreinte, elle va se réverber sur cette matière. Donc la personne qui va arriver juste derrière va pouvoir peut-être l'accueillir, la choper. Donc un bijou, par exemple, on ne le donne pas à n'importe qui et on ne le récupère pas parce que ça pourrait, si la personne est négative, ça pourrait aussi ancrer... Alors ça pourrait nous amener vers un autre verbe qui est le verbe consacrer. Qui permet justement, quand on récupère des habits d'occasion, on achète une voiture d'occasion, on emménage dans un appartement ou une maison qui a déjà été habité avant, il y a des traces énergétiques, des tas de gens, ils sont sensibles à ça. Est-ce que j'ai envie de mettre sur moi les énergies de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai envie d'habiter dans un lieu et d'avoir l'impression que je ne suis pas chez moi? Et en fait, consacrer, c'est faire descendre une énergie vraiment lumineuse, divine, spirituelle dans ce lieu qui va dire, à partir de maintenant, cette maison, cette voiture, cette veste que j'ai achetée d'occasion, elle est mise sous ces influences-là. Alors, ce qui n'est pas en accord avec ça, ce qui n'a pas les mêmes vibrations, au revoir. Voilà, à partir de maintenant, c'est mis sous cette protection-là. Vous faites ça, François? Moi, je fais des travaux pour remettre à neuf, et donc je me dis que ça apporte du nouveau. Ça marche bien. Oui, quand même, faire des travaux, c'est remettre son énergie, finalement. Oui, bien sûr. C'est vous qui les faites ou c'est un ouvrier? Je plaisante, on ne va pas aller si loin. On continue avec les rituels magiques. Alors, il y en a un que j'adore. Allumer une bougie rallumerait la flamme intérieure. Oui, c'est le verbe allumer. Le verbe allumer, oui, parce que le feu, c'est quand même le symbole de l'esprit partout. On allume des bougies, des cierges dans tous les lieux de culte de la planète, quelle que soit la religion ou l'obédience. Donc le feu a un côté mystérieux. On peut le faire de manière complètement banale. Pouf, j'allume le feu dans mon poêle ou j'allume une bougie. Ou on peut se dire, mais en fait, j'ai aussi envie qu'en moi s'allume quelque chose. Donc comme j'allume cette bougie-là, que s'allume en moi le feu sacré de l'amour divin, de la sagesse, de la puissance, que je rayonne comme cette bougie-là. On peut le faire en chantant. Mais bien sûr. Johnny l'a fait, allumer le feu. Bien sûr. Vous savez que j'allais dire paix à son âme. Paix à Johnny, voilà. Johnny, et je vous assure, c'est drôle. On est connectés. C'est super, j'aime beaucoup. Donc finalement, ça pourrait presque être un moment de prière où on est en conscience, on allume une petite bougie, si on est laïque et qu'on n'est pas religieux. Et là, on développe
Oui, mais je vais vous faire une confidence. J'ai chez moi depuis pratiquement 20 ans toujours une neuvaine allumée. Une neuvaine, comme son nom l'indique, c'est une bougie qui brûle pendant 9 jours. Si j'allume cette bougie en conscience comme ça, en disant j'allume le feu, pas que dans cette bougie, mais en moi et dans ma famille autour de moi, pendant 9 jours, cette bougie va brûler et cette flamme, il y a des lapsus intéressants. Cette flamme va me rappeler celle que je m'efforce de faire grandir à l'intérieur de moi. Et ce qui est chouette, c'est que quand on part, par exemple, un week-end, on revient à la maison, il y a le feu. On dit toujours des foyers, il y a tant de foyers dans telle ville. Mais la plupart des gens, ils n'ont plus de cheminée, ils n'ont plus de poêle, ils n'ont plus rien. Et une neuvaine, une bougie allumée comme ça chez soi, c'est extraordinaire la présence que ça met chez soi. Alors, voyager aussi peut faire partie de ce travail en pleine conscience, à l'image du pape d'ailleurs, qui embrasse la terre dès qu'il arrive quelque part. Je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous voyez derrière cet acte du souverain pontife ? Pour moi, c'est simplement la reconnaissance qu'on arrive dans un autre pays, dans une autre culture, et d'avoir un moment de reconnaître. On ne débarque pas chez les gens comme ça en rentrant, on sonne, on prend le temps de rentrer. Là, on rentre dans un pays. Et moi, ça m'a toujours beaucoup ému. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi je trouvais cet acte fort. On le voyait, hein, je ne sais pas si ça se fait encore, mais j'ai des images d'autrefois, baiser le sol. Et quand je voyage personnellement et que j'arrive dans un pays où je ne suis jamais allé, j'ai toujours un moment de me dire j'ai envie de me mettre en contact avec l'âme de ce pays, avec sa culture, avec son histoire, avec son génie propre, son esprit, et de prendre le temps de la rencontre, d'honorer ce moment de rencontre. Et finalement, on pourrait même le faire tous les jours, embrasser... la terre ? Le sol. Faites-le. En tout cas, je pense on verra comment vous êtes dans un mois. On a beaucoup de marge pour remettre de la conscience et de l'esprit. Mais ce serait beau finalement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui. Je trouve ça joli tous les matins. On embrasse le sol. Faute de mieux. Oh, les messages. Si on n'a pas compris. À défaut d'embrasser le sol, ce qu'on peut faire simplement quand on sort chez soi, moi je salue. Je salue la nature, je salue le monde dans lequel... moi, je ne vis pas dans Disneyland, je vis dans un monde qui est vivant, où tout est vivant. Voilà. Bon, j'ai la chance d'habiter à la campagne, mais d'avoir un instant de se dire « Waouh, le ciel, les arbres, les nuages, les gens, etc. » ça change la journée. Alors, se laver ou se couper les cheveux peut devenir aussi un moment sacré. Alors, comment ? Alors oui, j'aime bien, c'est bien qu'on aborde ces deux-là, parce que le nombre de gens qui prennent leur douche, ils sont là sur leur douche en disant « Ah oui, il faut que j'amène le petit dernier chez l'ostéopathe et puis il ne faut pas que j'oublie le rendez-vous ». Il y a juste le corps qui est sous la douche, mais la tête, le cœur, tout le reste est ailleurs. Et si à un moment, on revenait là, puis on se dit « J'ai pas envie que ce soit juste mon corps qui soit douché, mais tout mon être ». Et de simplement utiliser, une fois de plus, cette loi d'analogie en disant comme mon corps est lavé, mais qu'une pluie de lumière se déverse sur moi et que je sois débarrassé des vieilles pensées, des vieux sentiments et que je ressorte de cette douche, mais tout frais dans tous les plans. C'est le dialogue aussi de Stéphane, hein, dans votre livre 21 rituels, vous parlez beaucoup de ça aussi, c'est assez complémentaire. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est assez magique et puis il y a beaucoup de maîtres comme Ivanov, tout ça qui en parlent. C'est que tous les maîtres parlent effectivement de la puissance du nettoyage et comment il faut se nettoyer parce qu'il y a le corps, mais en nettoyant son corps, on nettoie effectivement toutes les scories que nous avons à nous débarrasser, qui sont là, qui sont invisibles. Mais il faut qu'ils partent parce qu'en fait, ils nous empoisonnent la vie à force. C'est intéressant parce qu'il y avait une grande mode, je crois, il y a 1 an aux États-Unis, comme quoi il fallait pour l'écologie juste se laver le minimum sous les aisselles, etc. Et en fait, je ne comprenais pas parce que finalement, et dites-moi Stéphane, et vous aussi Olivier Clerc, mais surtout vous parce que vous êtes naturopathe, au niveau de l'eau n'est pas là que pour se laver, elle est là aussi... pour nous amener une énergie, non ? On peut aussi en conscience, finalement, ensemble communier. Comme un élément, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Non ? Alors, oui. Enfin, en fait, tout comme le feu, l'eau, en fait, a sa propre énergie. Et effectivement, je ne crois pas, si je me trompe, c'est pas de rester une demi-heure sous sa douche, mais vraiment 5 minutes en conscience va nous permettre de demander à l'énergie de l'eau d'éliminer, de nous débarrasser effectivement par l'énergie de l'eau. Par exemple, peut-être un vague à l'âme, peut-être une angoisse, peu importe, mais en tout cas, on peut prendre ce prétexte-là.
Exactement. Et moi, j'ai des amis qui ont vécu aussi bien en Thaïlande qu'en Inde, où on n'a pas forcément autant d'eau que chez nous. Il y a des gens qui se lavent avec 1 litre d'eau par jour, mais ils en font des ablutions rituelles qui auront la même efficacité que les gens qui passent 10 minutes sur leur douche. Donc c'est moins la quantité d'eau, j'ai envie de dire, que le fait de faire ça en conscience et d'y mettre une intention, qui est une intention qui va nous faire du bien. Oui, et puis il y a aussi cette écologie intérieure qui nous permet finalement de protéger naturellement l'écologie extérieure. C'est commencer par le cœur, comme vous le dites si bien. Et les cheveux alors? Ah oui, alors les cheveux, j'aime beaucoup. Il se trouve que la maman de mes 2 plus jeunes fils était coiffeuse et j'ai découvert avec elle, il y a 22 ans, que quand elle coupait les cheveux au rasoir avec le vieux coupe-chou antique, on ne laissait pas que des cheveux chez elle. Et en fait, c'est-à-dire qu'on laissait un bout de tête? Ne laissez pas que des cheveux. Effectivement, ça peut être compris comme ça. Non, mais des tas de gens, naturellement, quand ils ont un changement de vie, ils ont envie de se faire une nouvelle tête. Mais il y a une vraie préconscience intuitive de se dire tout est lié. Et si je me coupe les cheveux en conscience, et si je le fais en me disant, je vais laisser des vieilles pensées, je vais laisser des choses en même temps que mes cheveux, c'est extraordinaire de voir comment une séance de coiffure... Alors, des fois, le coiffeur a cette conscience-là. Il en existe certains, des fois pas, mais en tout cas, ça change complètement la coiffure. Olivier Clerc, on pourrait en parler pendant des heures. Il y en a 40 verbes, mais on va laisser un peu les téléspectateurs découvrir ce livre. Magicien du quotidien, Olivier Clerc, chez Le Duc, avec un beau verbatim de Laurent Gounel. Merci, vous restez avec nous parce que c'est le moment de retrouver notre naturopathe céleste, Stéphane Jolin, et c'est le conseil qui fait du bien. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Écoutez, moi j'avais envie en tout cas de vous mettre dès le matin en mode turbo. C'est vrai que les petits déjeuners pour ça sont merveilleux. Et ce petit déjeuner qui est un véritable alicament va pouvoir oxygéner vos cellules et votre cerveau. Ce qui fait que vous allez performer aussi bien au niveau de votre intellect. Votre cerveau, vous avez l'impression vous en avez un troisième qui fonctionne. Vous allez avoir pour les super sportifs des performances bien supérieures. Super. Là, c'est une potion magique, ça. Et en même temps, c'est riche en potassium, en oligo-éléments, en minéraux, en potassium. C'est vrai, incroyable. Mais c'est vraiment la gourde d'Harry Potter. Oui, absolument, parce qu'en fait, je vous avoue que j'en ai déjà bu un petit peu. Ah bah bravo. Normalement, il faut secouer avant. Ça marche comme ça ou pas? Non, ça va mieux marcher comme ça. Voilà. En fait, c'est aussi bien pour les personnes qui n'ont pas faim le matin. J'allais vous dire ça, moi je mange pas. Donc, c'est un véritable petit déjeuner liquide où vous allez avoir une quantité de nutriments pour toutes vos cellules d'une manière incroyable. C'est fait aussi pour les gens qui aiment le salé le matin. C'est bon. Et pas le sucré, parce qu'il y a des gens, en fait, ils sont pas très sucrés. Et ça, avec ça, juste un grand verre de jus, mais les sportifs de haut niveau se nourrissent comme ça. Si vous avez un métier qui demande beaucoup de concentration, et vous allez voir que vous avez une endurance qui est tout à fait incroyable, et vous avez vos alicaments, vous avez en fait tout ce qu'il vous faut, mais d'une manière imprégnable pour la cellule. Et du céleri. Oui, et il y a du céleri. Gingembre. Alors, il y a du gingembre, il y a du céleri, il y a des carottes. Ah oui, c'est vrai. Et il y a des épinards. Mais c'est dingue parce qu'à chaque fois, les recettes sont délicieuses quand vous les préparez. Il y a un peu de sucre. Non, pas du tout. Ah, c'est la Et carotte. d'ailleurs, Stéphane, est-ce que quand vous ça. préparez justement ces boissons le matin, Oui. vous êtes vous y mettez un petit rituel en conscience? Oui, parce que... Comment vous le préparez avec le cœur? En fait, comme moi j'avais remarqué ça enfant, c'est-à-dire que 2 personnes qui font une omelette avec la même recette, elles n'ont pas le même goût. Ça veut dire que c'est vraiment l'intention de la personne qui fait la recette qui vraiment est importante. Alors, je suis les conseils d'Olivier, c'est-à-dire que quand je fais mon jus, eh bien j'y mets l'intention que ce jus va m'être bénéfique. Et je vais vraiment potentialiser tous les bienfaits de ce jus pour en faire des super athlètes parce que je vais le boire, il va m'être bénéfique. Alors c'est merveilleux que ce jus agisse en moi. Alors je vais passer une très bonne journée et puis les autres aussi. On a senti tout votre amour dans ce jeu. C'est top. Merci. Allez, une dernière petite astuce. Alors, la dernière petite astuce est peut-être de respirer l'encens.
l'huile essentielle d'encens au Liban, parce que l'huile essentielle de Liban, dans sa mémoire, c'est une multitude de petites poussières d'or. Et puis, en conscience, vous pouvez la respirer 1 minute pour, par exemple, vous libérer de ce qui va vous encombrer dans la journée. Par exemple, vous commencez cette matinée en disant « Oh là là, j'ai un rendez-vous avec ma banque et ça m'oppresse, ça m'angoisse ». Respirez une petite minute cet encens et ces multitudes de petites poussières hors de l'encens, en conscience, vous libère de cette angoisse de rencontrer votre banquier. Donc c'est de l'huile essentielle d'oliban. L'huile essentielle d'oliban qu'on trouve vraiment partout. De toute façon, on retrouvera tout, la recette, etc. sur votre Instagram. Oui, tout à fait. Dès cet après-midi? Dès cet après-midi, vous allez pouvoir retrouver. Et alors, si vous voulez poser des questions à Stéphane, vous répondez, je sais, oui, en message privé sur Instagram. Et vous êtes super parce que vous avez beaucoup de messages. Voilà, vous avez tout. C'est formidable. Allez, une dernière. Ah si, la lavande. Allez. Alors, il y a un petit quelque chose que moi je fais depuis des années. À chaque fois que je le prescris, les gens sont fans. Au début, on rigole un tout petit peu, mais quand on commence à le faire, c'est magique. C'est à la fin de la journée. Libérez-vous de votre journée. Parce que se libérer de sa journée va permettre de mieux accueillir votre famille, mieux accueillir votre dîner, mieux accueillir votre sommeil. Massez-vous 1 minute les pieds avec l'huile essentielle de lavande. Parce que dans les pieds, vous avez tous les organes internes qui y sont reliés. Vous allez faire du bien à tout votre corps. Vous allez libérer en fait les scories de votre mental. Comme ça, vous êtes frais et dispo pour votre nuit, pour votre dîner, pour votre famille. Donc quelques gouttes dans les mains. On mélange avec une autre huile ou non? Alors, si vous sentez que vous êtes un petit peu sensible aux huiles essentielles, ce qui peut arriver, un petit peu d'huile d'amande douce, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande fine ou lavande vraie, et vous vous massez les pieds. Voilà. Vous vous faites masser les pieds. Oui, encore mieux. Vous vous faites masser les pieds. Et pourquoi la lavande et pourquoi pas la vanille bourbon? Alors, la vanille Bourbon, moins cher, la vanille Bourbon, effectivement, ça pourrait être un jeu avec son partenaire de vie. C'est très sensuel. Voilà. Mais la lavande, pourquoi? Parce qu'en fait, elle va vous libérer les tensions de la journée et vous apaiser et accueillir le sommeil. J'adore. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit que le lendemain aussi, on peut réfléchir sur ce massage. Il n'y a pas un truc... Mais oui, quand on se masse le pied, pendant 30 secondes, réfléchissez à ce que vous avez raté comme opportunité dans la journée. Tiens, aujourd'hui, j'ai dit d'une manière très abrupte bonjour à mon collègue et il risque de le prendre mal. Alors tout simplement, je n'ai pas été dans le moment présent, j'étais dans mes pensées, je lui ai dit pas bonjour correctement. Eh bien, en vous massant les pieds, vous vous remémorez ça et vous dites demain... Je lui masse les pieds. Je lui masse le pied pour le remercier et je lui dis bonjour dans les yeux avec un grand sourire. C'est génial. Merci Stéphane pour ces petites recettes miracles. Alors... Toutes les semaines, on tire la petite phrase qui fait du bien, que vous allez lire, Olivier. Non, c'est pas un bonbon. Non. Vous allez le lire. Alors, c'est un téléspectateur qui nous met son prénom, sa région, qui nous l'envoie sur Facebook ou sur Instagram dans le Mac qui fait du bien. Pas sur mon Instagram, s'il vous plaît. Même si j'essaye de vous répondre et que j'adore ça. Allez-y, Stéphane. Et vous serez peut-être pioché dans le Mac qui fait du bien pour encourager. Comme ça, on est tous ensemble un peu. Allez-y, Olivier. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent, disait Albert Einstein, et ça nous est envoyé par Lise du Québec. Formidable. La poésie, c'est quand un mot en rencontre un autre pour la première fois. De Jean Tardieu, envoyé par Bruno de l'Ardèche. Oh, d'ailleurs, j'en profite parce que c'est vrai qu'il y a des personnes du Québec qui nous regardent, la preuve en est. Et on vous embrasse, c'est hyper touchant. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. C'est Walt Disney et ça nous est envoyé par Philippe dans les Hauts-de-France. Génial, j'adore cette phrase. Il y a une admirable énergie dans l'obstination de la douceur. Et c'est Platon qui disait ça. C'est tout à fait vous. Arrêtez. Envoyé par Paul. Paul j'arrive pas, hein. Ma mère a dit Paul, mais c'est Paul. Hein. Vraiment, on vous embrasse. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. D'ici là, on vous souhaite bien entendu de vous faire du bien, hein, n'est-ce pas Olivier, hein? Oui, carrément. Hein, grâce à la magie, le magicien du quotidien. C'est votre livre, hein, que je représente encore. Merci Stéphane. Merci. Vraiment. Merci. François, à bientôt. Faites-vous du bien. Génial. Sympa. On a donné plein, je trouve, d'astuces, de clés pratiques dans la joie. C'était top. Hein, on a bien ri. Très bien. C'était génial. On s'est régalé. Je vais le mettre dans ma salle d'attente en tout cas.